C'est bon. Bonjour à tous. Bonjour. Je crois que c'est l'heure, on va commencer du coup. Donc tout d'abord, merci d'être là. On va vous faire un petit talk sur l'UX a sauvé mon DevOps. Alors on a fait un joli parallèle avec Juliette et Roméo. Pourquoi? Parce que l'UX étant une philosophie qui n'a rien à voir avec le DevOps, mais pourtant, ils se sont rencontrés chez nous. Alors en l'occurrence, vous avez une presque Juliette, mais le Roméo, il n'est pas trop là. J'en ai désolé, il n'y avait que lui en stock. Voilà. Je rigole. Un peu plus barbu. Donc, on va commencer. Alors, pour qui c'est? Alors, clairement, on sait que dans ce public-là, il n'y aura pas beaucoup d'UX, entre guillemets, donc du UX designer. Je suppose que certains ont entendu parler, que c'est aussi une philosophie qui est apparue un peu en même temps que la philosophie DevOps. Mais bon, je ne vais pas vous poser la question qui fait de l'UX, parce que je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de mains levées. Mais clairement, si vous êtes un UX ou un dev aussi, cette conf va vous aider parce qu'on va vous parler de méthodes qu'on a mis en place pour nos devs dans nos équipes et qui a très bien fonctionné. Alors, pour les DevOps, pour les gens qui sont plus... pour qui cette conf est réalisée, vous allez avoir des tips sur comment un peu mieux interagir entre vos équipes projets ou alors comment essayer de pousser un peu différemment votre méthode DevOps au sein de votre société. Alors, moi, je m'appelle Estelle Landry. On travaille tous les deux chez Tammo. Alors, si vous ne connaissez pas, on permet aux agences de publicité de diffuser des campagnes pub sur des inventaires de type mobile. Donc, en gros, dès que vous ouvrez votre portable et que vous voyez une pub, malheureusement, vous allez penser à nous maintenant, mais voilà, c'est notre taf. Je suis chef de produit chez Tammo. Avant, j'étais chef de projet et anciennement développeuse au début de ma carrière. Et voilà, je fais partie des Duchesses, qui sont un groupe qui essaie de valoriser les filles dans la tech. Donc je vois qu'on n'est pas beaucoup ici présentes, mais bon voilà, je pousse quand même ma paroisse. Et je fais partie aussi de l'organisation FLUPA. FLUPA, c'est une organisation qui rassemble les UX de France et de Luxembourg. Et dans pas longtemps, il y a les UX Day, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir voir. Alors, moi, je m'appelle François Technet, donc je ne suis pas un Roméo. Je suis Automation Engineer chez Tammo. Alors, on a changé le titre, en gros, ça s'appelle DevOps, mais DevOps, c'est dans les cultures. On s'est dit que Automation Engineer, ça faisait mieux en termes de boulot. Du coup, chez nous, Estelle a dit ce qu'on faisait. En gros, on fait ça avec des technos super cool. On fait du Kafka, du Spark, de l'Aerospike, du Druid, du Scala pour le back-end. Enfin, on fait toutes les technos hype qui peuvent exister. On fait pas de Go, on essaie de faire du Rust. Voilà. Vous pouvez me retrouver sur Twitter avec le handle @ftchain. Je suis aussi Jug Leader sur Montpellier. Je suis président du Montpellier Tech Hub, qui est le regroupement des meet-up techniques de Montpellier. Donc maintenant qu'on s'est présenté, qu'on a fait la partie chiante, on va continuer sur une autre partie chiante. On va faire un petit rappel de concept. Donc tout simplement, c'est pour recadrer de quoi on va parler en termes d'UX et de DevOps, tout simplement parce que le DevOps, ça veut tout et rien dire, c'est un peu le nouveau buzzword. Et l'UX, c'est pareil, c'est une culture, donc c'est très vaste. Donc on va essayer de recadrer de ce dont on va parler dans cette présentation. Donc on va commencer avec le DevOps. Alors le DevOps, c'est le nouveau mot-clé hype. C'est le nouveau truc qui vient remplacer l'agilité. N'importe qui maintenant qui veut être trendy et veut vendre des trucs à un client va dire qu'il fait du DevOps. Bon. Ça ne dit pas plus que c'est. Globalement, si on regarde depuis un certain temps, on voit qu'en fait, globalement, c'est juste une évolution des pratiques qui est logique. On a poussé du logiciel avec des méthodes agiles pour être de plus en plus rapide et s'adapter aux changements. On a continué à faire de continuous integration, continuous delivery. Et en fait, finalement, on s'est rendu compte qu'on allait venir rajouter une nouvelle surcouche qui s'appelle le DevOps par-dessus, qui sert à toucher plus la partie déploiement et opération. Et en gros, ça se base sur une idée très simple, c'est qu'en gros, il existe un mur dans votre société que vous voulez essayer de casser, qui est le mur qui sépare vos devs et vos ops. Donc vos devs, votre partie qui réalise le software, et vos ops, la partie qui fait en sorte que votre application tienne et fournit l'infra pour qu'elle tourne. Donc ce qu'on veut, c'est casser ce mur. En gros, ce qu'on va faire, c'est intégrer les ops dans la partie du déploiement logiciel, la partie du développement, faire en sorte qu'ils soient intégrés dans le cycle et qu'ils travaillent main dans la main avec vos développeurs. Donc finalement, c'est quelque chose qui va juste rajouter quelque chose dans le cycle de vie, et c'est quelque chose qui a l'air plutôt simple à première vue. Alors, juste une petite remarque. Je pense qu'ici, il n'y a pas trop de problème avec ça, mais ça m'est déjà arrivé quand je parle de DevOps avec la plupart des gens, surtout côté dev. La plupart, en gros, c'est de se dire, le but du jeu, c'est de virer les ops. Alors, DevOps, c'est pas NoOps.
Le but du jeu, c'est pas de virer les ops, au contraire, c'est de les intégrer avec vos développeurs de manière à ce qu'ils travaillent ensemble et de manière collaborative. C'est pas d'essayer de faire en sorte qu'il y en a un qui bute l'autre. Ça va pour le DevOps, vous avez suivi? On va passer à l'UX parce que ça me semble un peu plus complexe ici. Oh, de suite. L'UX, en fait, c'est une philosophie qui est née quand la tech a rencontré le design et aussi la stratégie. Je vais vous expliquer un peu ce que c'est parce que UX, en effet, c'est un terme qui peut-être ne parle pas à tout le monde. Juste pour recadrer, moi, je ne suis pas UX designer avant de vous parler. Donc, OK, je vais parler de l'UX, mais ce n'est pas mon travail. Moi, je suis un product owner qui, avant, était product manager. Et je vois l'UX comme mon petit menhir que je me coltine tous les jours en allant au travail. C'est une philosophie qu'il faut avoir, on va dire, dans sa culture et le faire que l'utilisateur soit au cœur de nos problématiques, des réflexions, des analyses. Voilà, c'est vraiment une philosophie un peu comme DevOps qui doit rester en tête et penser au jour le jour. Donc clairement, qu'est-ce que c'est que l'UX? Donc c'est l'user experience, donc l'expérience utilisateur. J'aime bien cet exemple parce que c'est très bête et très simple. Vous avez un utilisateur lambda, vous avez un produit qui est un vélo. Alors lui, dedans, ben, c'est des pédales, si vous voulez mettre des flammes, c'est un super guidon. Mais clairement, ce qui nous intéresse, c'est que l'utilisateur soit content d'utiliser son vélo et qu'il puisse faire tout ce qu'il veut avec son vélo. Et ça, c'est l'user experience. C'est-à-dire que... Tu peux passer à la prochaine, s'il te plaît. C'est-à-dire que votre UI, c'est bien, votre interface graphique, c'est très bien. Mais par contre, si vous n'avez pas d'expérience utilisateur, ben vous allez rencontrer ce genre de choses. C'est-à-dire que les habitants, enfin, la ville a dit, ça serait trop bien de faire un super chemin avec un goudron magnifique. Sauf que ben, le goudron, c'est bien. Mais si mon utilisateur souhaite aller à la ville le plus simplement possible, ben, il va se faire créer un autre chemin. Alors, il n'y a pas de goudron, oui, mais par contre, il a fait son chemin qui est plus simple et qui est plus utile et plus efficient. Et c'est plus vert. De quoi? C'est plus vert. Oui, et c'est plus vert aussi, c'est plus green. Donc, du coup, ce que je veux vous faire sentir, c'est que, OK, l'UI, c'est bien, mais l'UX qui sert l'UI, qui sert un produit, c'est mieux. Moi, j'utilise un livre, si ça vous intéresse, je ne l'ai pas pris aujourd'hui, mais on peut en discuter, c'est les méthodes du design UX. On partagera les slides sur nos comptes Twitter, donc n'hésitez pas à venir après checker. Mais ce livre-là fait part d'un petit process, c'est le process de conception dans l'UX. Alors tout simplement, l'UX c'est quoi? Je vous ai dit, c'est penser à l'utilisateur en amont, pendant la réalisation d'analyse, pendant la conception, tout le temps. Donc le principe, c'est que voilà, lors de votre phase de planification, vous essayez d'analyser les objectifs. Dans l'exploration, phase très importante pour nous, on essaie de recueillir le besoin utilisateur. Ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, mais c'est le principal. Après, vous essayez de générer des idées, ça s'appelle la phase d'idéation. Et ensuite, vous avez une phase de génération où là, à partir de toutes ces idées, vous essayez de penser à des solutions. Vous ne le faites pas avant, vous le faites dans cette phase-là. Et après, vous le testez. Et bien sûr, c'est du continu, c'est des feedbacks tout le temps, etc. C'est itératif, quoi. C'est itératif. Donc du coup, vous avez vu, on a parlé de deux familles complètement opposées, voilà, le kiff de Roméo et Juliette, mais en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, on a des termes communs. On a parlé d'itération, on a parlé d'engagement, on a parlé de philosophie, de culture, etc. Mais vous allez nous dire, mais comment les deux se sont rencontrés? Parce qu'il y en a un, il est en amont de réflexion de fonctionnalité, et l'autre, il déploie. Ah ben oui. On va vous montrer ça. Bah, oui, en fait, c'est un peu le moment où on se dit comment est-ce que ça se fait qu'on fasse une conf avec un UX et un DevOps qui parlent ensemble. Parce qu'en gros, c'est Grumpy Cat qui rencontre Pinkie Pie. Quoi. Donc déjà, on va faire un truc. Non, c'est pas rencontrer un bal. Merci pour la vanne. En fait, ce qui s'est passé chez nous, c'est que chez Tabmo, on a créé une équipe DevOps. En fait, on a fait ce qui se passe souvent dans la plupart des moments où on dit on va faire du DevOps. C'est-à-dire qu'on va prendre notre équipe d'Ops et on va dire vous faites du DevOps. Vous êtes devenu l'équipe DevOps. Sauf que transformer une équipe d'Ops en équipe DevOps, ça ne met pas en place cette culture. Typiquement, un cas d'exemple, l'équipe DevOps qui met en place de l'automatisation va voir le dev en lui disant « Écoute, la conf, la manière dont tu la pousses sur la prod, c'est pas la bonne manière en fait telle que nous on la conçoit. Est-ce que tu peux la changer s'il te plaît ?» Le dev, il a toujours pas envie de le faire. Pareil, c'est pas parce qu'on a une équipe DevOps que tout à coup on se retrouve à avoir tout qui marche parfaitement et on avait des fois des demandes avec des applications qui arrivaient dans le pipe à être déployées 2 jours plus tard. Et nous, on découvrait ça, on n'avait jamais vu l'appli, on ne sait pas en quoi elle tourne. S'il faut, c'est un nouveau framework, parce que comme j'ai dit, on est hype, on est trendy, donc des fois, ça peut être un nouveau framework qu'on ne connaît pas en ce cas-là, avec du tagless, du shapeless, enfin, des trucs imbitables des fois. Et donc,
on avait toujours, malgré ce côté DevOps, toujours deux camps qui n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Et un des problèmes qu'on a, c'est que quand on se transforme une équipe d'Ops en équipe DevOps, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend vos infras, on les fout dans une équipe, on enlève tout le process de ticketing et de SLA qui existe, et on essaye de pousser de l'agilité dedans. Sauf qu'on se retrouve avec un problème, c'est que vos Ops se retrouvent à plus arriver à prioriser parce qu'ils ont trop de demandes sous le radar et qu'ils n'arrivent plus à savoir comment traiter et comment faire. Et quand on commence à avoir du mal à prioriser, il y a un gros souci, c'est que ça remonte au niveau du management. Et quand on a un problème dans le management, qu'est-ce qu'on fait pour le régler? Parce qu'on fait de l'agile et du DevOps, je vous le demande, on rajoute un nouveau manager. Manager, pas forcément. Ok, bon d'accord. On appelle un product owner chez nous. Donc ce product owner-là, qui est moi, eh ben, au final, je me suis dit, bon, ben, qu'est-ce qu'il me veut? Pourquoi il veut que je travaille directement avec les DevOps? Quelle est l'utilité? Je me suis posé plein de questions. Je me suis dit, mais est-ce que tu es sûr de vouloir faire ça? Tu es sûr de vouloir m'envoyer moi PO dans cette équipe-là? Parce qu'au final, on a beaucoup de stéréotypes, hein, mais les DevOps, c'est des personnes qui sont dans leur cave, ils n'aiment pas être trop dérangés, donc ça ressemble un peu à ça, quoi. C'est café club, voilà, faut pas les toucher, hein, sinon ils sont énervés, ils vous mordent. Je crois que tu l'as pris le mardi à mon bureau, ce petit. C'est ça. Et moi, dans ma tête, enfin, dans ma tête stéréotypée, je voulais les amener sur quelque chose d'un peu plus fun, de clair, de créatif. De blanc. De blanc. Et du coup, je me suis dit, ben, comment je vais faire pour essayer de faire coller les priorités qu'ils ont, toutes leurs demandes, le fait qu'ils ont énormément de domaines à gérer, entre le monitoring, le déploiement, enfin bref. Je me suis posé beaucoup de questions et au final, j'ai fait une séance assez approfondie avec François qui m'a expliqué voilà, ce qui marchait, ce qui ne marchait pas, ce qui pourrait être amélioré, ce qui pour lui était pourri mais qui pourrait être revu. Donc clairement, je me suis dit au final, je ne vais pas réussir à vraiment les intégrer complètement dans ce que je veux, mais peut-être on va pouvoir essayer de travailler ensemble pour améliorer leur gestion, l'organisation globale de l'équipe. Ouais, alors en gros, on a beaucoup discuté et on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de choses qu'on n'arrivait pas à mettre en commun, c'est-à-dire ma vision DevOps de ce que je voulais vis-à-vis de notre équipe DevOps, la mise en place de la culture, plus que finalement améliorer les process de gestion par rapport à ce que Estelle voulait avec ce côté très créatif, très agiliste, très expérience utilisateur. Et déjà, le premier truc qu'on a fait, et celui-là, c'est pas forcément lié au DevOps ou à l'UX ou quoi que ce soit, c'est le premier pro-type. Dans votre boîte, si vous voulez que quelque chose se passe mieux au niveau communication, il faut trouver un moyen de communication clair et efficace. Chez nous, ça s'appelle la bière. Nous, c'est ce qu'on a mis en place globalement, enfin c'est pas forcément la bière, mais globalement on s'est mis à un moment donné à discuter dans un cadre extra-professionnel et à remettre les choses à plat, à ne pas être perverti par les problématiques de priorisation du boulot, etc. Et on a fini par trouver un terrain d'entente, une manière de communiquer et à avoir une vision commune, et c'était la première chose qui était importante, c'est d'avoir cette fameuse vision commune qu'on avait sur ce qu'on voulait faire de notre équipe DevOps, comment on voulait faire du DevOps dans notre société. Et grâce à ça, on a pu commencer à mettre des premières pratiques. Exactement. Donc le but, c'était vraiment que moi, je les aide un petit peu à réorganiser, à mener quelque chose d'un peu plus clair pour eux et pour aussi notre CTO. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place quelques petites bonnes pratiques qu'on va vous montrer. Alors le premier gros problème qu'on a identifié quand on commence à migrer vers du DevOps, c'est que vous avez pris votre équipe d'infra, vous l'avez transformée en équipe DevOps, vous avez retiré les SLA, le système de ticketing, vous l'avez intégré dans vos devs, sauf qu'en fait, votre équipe DevOps se retrouve un peu à la traîne parce qu'elle n'a jamais travaillé qu'une roadmap produit. Et en fait, là où vous voyez tous vos devs qui travaillent avec un cycle pour améliorer votre produit en boucle et avoir des roadmaps, en fait, vous avez votre DevOps qui, lui, veut intégrer des nouvelles choses parce que c'est sa culture, c'est ce qu'il veut essayer de faire en travaillant avec le développeur. Sauf que tout ce qu'il veut pousser, lui, il n'a pas le droit de le mettre dans la roadmap. Parce que ce n'est pas une amélioration du produit, c'est une amélioration des process. Et donc, du coup, on se retrouve à avoir cette problématique de dire... Bah ouais, mais vous êtes gentil, moi vous me demandez de travailler de manière plus agile avec vous, sauf qu'en fait, j'ai pas le droit de mettre des choses en priorité parce que ça n'améliore pas le produit réellement à la base. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, première chose à faire, c'est de faire un refocus de ce qu'on fait. Typiquement, nous, notre gros problème principal, c'était la priorisation. Quand on commence à virer le système de gestion par ticket et SLA, le premier problème qu'on voit, c'est qu'en fait, on se retrouve à prioriser nous-mêmes. C'est-à-dire que notre équipe priorisait toutes les demandes qui étaient extérieures. Et en fait, on se retrouve à avoir des gros biais cognitifs. Typiquement, moi, je préfère toujours aller bosser sur le Kafka de la boîte que d'aller bosser sur l'application web où je dois juste déployer une appli en Angular.
Enfin, on est tous d'accord, ceux qui font du déploiement, c'est toujours plus rigolo de travailler sur 4, 5, 6 serveurs avec du Kafka que d'aller faire du web. Sauf qu'il se trouve que régulièrement, on a besoin de mettre à jour le déploiement du front. Et si jamais on ne le fait pas, on se retrouve à avoir un problème et ça se voit. Donc, on a fait cette première chose dans un court terme. Deuxième chose à court terme qu'on a fait, on a vidé notre board Jira. On a réanalysé tout notre vieux board avec les vieilles demandes. Est-ce que vous connaissez toute cette superbe tâche qui traîne depuis 1 an dans votre Jira, qui traîne, que personne ne veut jamais faire, et que tout le monde se dit un jour, ça servira? En fait, on les a toutes réanalysées et on a demandé à tout le monde, est-ce que ça vous servirait vraiment? Et on a repriorisé à partir de là, et dès qu'il y avait quelqu'un qui nous disait non, on virait. On en avait marre. À moyen terme, on a mis autre chose. On a enfin eu le droit d'intégrer les objectifs d'automatisation à la roadmap. C'est-à-dire qu'on a pris en compte le fait qu'améliorer le process et améliorer l'intégration du logiciel était une feature produit. C'est aussi important qu'une feature dans votre produit, finalement. Ça, c'est la première chose qu'on a eu le droit de faire. À moyen terme, autre chose qu'on a pris conscience en discutant beaucoup avec Estelle, c'est que vous avez beau parler avec des devs, vous ne parlez pas le même langage, en fait. C'est-à-dire que moi, quand j'ai un admin réseau avec qui je travaille, qui me parle de ses VLAN, des câbles croisés, des trucs comme ça, même moi qui travaille avec lui, je ne comprends pas toujours. Donc en fait, on s'est dit qu'on allait améliorer notre modèle de communication et qu'on allait rendre plus simple pour les développeurs. Typiquement, quand on allait parler, on n'allait pas lui parler qu'on était sur 3 VRAC chez OVH qui communiquaient avec des systèmes de VLAN qui étaient en 10.33.16.14 et qui permettaient de faire ça. On allait améliorer notre communication. Et en fait, en mettant tout ça ensemble, on a fait une première chose. Le premier, on va dire, élément concret qu'on a mis en place, mis à part tous ces éléments à court terme, c'était une roadmap board. Alors clairement, oui, c'est une roadmap produit, mais on voulait, comme l'a dit François, intégrer l'équipe DevOps au maximum. Parce que souvent, c'était la question de se dire « Ah, mais il y a une appli qui doit être sortie, mais on doit la déployer dans 2 jours. » Ça, ils n'étaient pas au courant. Donc mon but, c'était vraiment de les mettre au cœur de la feature, au même chose pour tous les autres teams produits. Donc le but, c'est très simple, un post-it avec une feature dedans, plutôt une Epic Story que User Story, sinon on passerait notre vie à créer des post-it. Et en face, vous avez les logos de chaque équipe qui se rattache, s'occupe de la tâche. Donc clairement, à un seul coup d'œil, bon là en l'occurrence, il n'y en avait qu'une pour le départ, mais les DevOps avaient leur tâche, et à chaque fois qu'une tâche concernait les DevOps, dès le départ sur la board, c'était visible. Même s'ils intervenaient qu'après, au moins ils avaient cette visu de se dire « Ah, là je vais devoir intervenir, je vais peut-être me le noter, ou je vais peut-être savoir ». Et pareil, les équipes dev savaient qu'à tel moment, il fallait les appeler pour déployer. Mais ça, c'était un premier jet, et on savait que c'était une première victoire pour nous, parce qu'au final, ça a réussi à améliorer vraiment tout ça. Et vous allez dire, mais c'est où l'UX? Qu'est-ce que vous avez fait de l'UX? En fait, clairement, l'UX, on va vous y venir en vous présentant des petits ateliers, mais cette board-là, c'était pas assez. Cette board Jira, c'était OK, c'était un peu d'agile, un petit truc de PO que j'avais sorti, mais rien de plus. Mais on voulait aller plus loin. On voulait que vraiment ces deux communautés, Dev et Ops, puissent vraiment discuter, puissent vraiment interagir, et qu'il n'y ait plus ce stress ou ce mur, comme l'a dit François. Oui, parce qu'en fait, finalement, le problème, c'est que là, ce qu'on nous a présenté, c'est comment fluidifier la communication, mais finalement, vous avez toujours votre équipe Ops/DevOps qui existe et votre équipe de Dev. Vous avez juste trouvé un moyen de faire communiquer les deux de manière plus fluide, plus simple et améliorer votre système. Mais votre mur, il existe toujours, et moi, comme je suis un bon amoureux du DevOps, j'étais toujours en train de me casser la tête dessus, quoi. Vous avez toujours votre Dev qui est votre rebelle qui veut rentrer le truc en production et qui veut bypasser toutes les règles de sécurité, et votre admin système qui veut toujours pas lui ouvrir le port dans le firewall. Et puis, il y avait un autre problème avec tout ça, c'est qu'on avait beau avoir amélioré la communication, le DevOps, c'était toujours pas sexy pour les développeurs ou les sysadmins chez nous, quoi. Enfin, la plupart disaient non, ça m'intéresse toujours pas ce que l'autre mec fait à côté de moi. Et ça nous a permis de cibler la plus grande problématique de mise en place du DevOps dans vos sociétés, c'est que dire qu'on fait du DevOps, prendre une équipe de sysadmins et la transformer en DevOps, c'est pas suffisant. La grosse difficulté, le plus grand challenge pour le DevOps, c'est de mettre en place, de susciter une volonté et un engagement des deux parties, Dev et Ops, pour travailler ensemble. C'est-à-dire que vos développeurs doivent avoir envie de travailler avec vos Ops doivent avoir envie de travailler avec vos développeurs. Et ça, c'est la plus grande difficulté. Si vous continuez à garder cette espèce de silo et avoir juste mis un peu de trucs jolis autour, comme quand vous avez fait votre système, vous avez gardé votre cycle en V, vous avez mis une jolie interface Scrum par-dessus,
bah, vous avez fait du DevOps, c'est bien, vous avez réussi à vendre un projet DevOps, mais vous en faites pas réellement, et vous n'avez pas à avoir les gains. Et c'est ça qui nous intéressait, c'était d'avoir ce système-là. Et on a fait un parallèle assez intéressant à la bière, encore bien évidemment, je crois que c'était après 3 pintes ce coup-ci, où en fait on s'est rendu compte que c'est quelque chose qui est marqué dans la philosophie agiliste et la philosophie UX, c'est cette volonté en fait d'avoir cet engagement avec votre utilisateur. Sauf qu'en UX, le but du jeu c'est d'engager votre utilisateur à faire partie de votre équipe projet pour améliorer son produit, avoir des meilleures features, quelque chose qui lui convienne mieux. Et on s'est dit, ben, en fait, nous, dans le DevOps, dans notre partie en tout cas où nous sommes sysadmin, notre utilisateur, c'est notre développeur. Donc pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas appliquer des méthodologies de user experience pour définir une meilleure intégration du DevOps dans votre équipe? Donc clairement, comme l'a dit François, l'envie qu'on avait, c'était de se dire, eh ben, on va appliquer des éléments, des ateliers UX sur nos développeurs, en disant, ben, c'est eux les utilisateurs, c'est eux à qui on doit penser tout le temps. Et du coup, on s'est demandé sur quel point on pouvait essayer de jouer, améliorer les choses. Le premier point, c'était le fait que les devs n'étaient pas très contents de notre dev. Enfin on a une prod, on n'a pas de pré-prod chez nous, un peu trop compliqué. Staging, QA, pré-prod, appelez ça comme vous voulez, l'endroit où vous poussez les features avant d'aller en prod, quoi. Voilà, bon, c'est pas une vraie pré-prod quand même. Mais on a une branche dev et ça génère énormément de stress pour les devs parce que ça marche jamais, parce que c'est pas fiable, parce que ça marche 90% du temps. Alors voilà, vous voyez ce genre de choses. Ben voilà, on s'est dit déjà ça, c'est un premier problème. Deuxième chose, il y a des tâches qui, côté DevOps, sont super compliquées à appréhender. On vous montrera, ces tâches-là, ils ne savaient pas trop comment les gérer, ils avaient 3 points de vue différents parce qu'ils sont 3 dans l'équipe, et ils ne savaient pas comment essayer de tomber sur une vraie solution commune qui pourrait faire plaisir, qui pourrait être vraiment utile et efficient au niveau des développeurs. Et dernière chose aussi, il faut penser que ce que développent ou ce que font les DevOps vont être utilisés dans la vie de tous les jours pour vos devs. Par exemple, je sais pas, une solution de monitoring, il faut qu'ils le mettent en place partout. Ben, il faut penser à faire quelque chose d'assez clair et précis et d'efficient pour qu'eux le réutilisent. Donc des fois, il faut bien penser que c'est eux qui vont les utiliser, qu'il faut quelque chose d'assez simple et qu'eux puissent l'utiliser quand ils le souhaitent. Je dois avouer qu'il n'y a rien de plus frustrant que de passer 2 mois à développer un nouveau système de déploiement et de voir qu'au moment où vous le mettez en place, que personne ne veut l'utiliser parce qu'en fait, ça emmerde vos développeurs, quoi. Donc, ce qu'on a fait, ce sont des ateliers. Alors, les ateliers dans l'univers de l'UX, il y en a plusieurs, il y en a beaucoup. Nous, le but, ce qu'on voulait faire, c'était essayer de trouver des ateliers qui puissent marcher avec nos développeurs. C'est-à-dire, au lieu d'avoir une salle d'utilisateurs, dire ben, on va reprendre tous nos développeurs et on va essayer de prendre un atelier par rapport aux problèmes que je vous ai explicités juste avant. Le premier, c'était l'atelier des 5 pourquoi. Alors, c'est un atelier très agiliste, c'est pas du tout de l'UX, je suis d'accord, mais ça permet rapidement de prendre une problématique et de sortir les vraies causes du problème. Alors, par exemple, on a beaucoup de problèmes du moment où on commit jusqu'à la prod. Donc, ok, on a beaucoup de problèmes, mais pourquoi? Donc, le premier pourquoi, nos développeurs nous ont écrit un petit post-it. Sur ce post-it, on leur a demandé, ben, maintenant ce que vous avez écrit, vous redites pourquoi. Et ça, vous le faites 5 fois. Donc on arrive à une profondeur de 5 pourquoi, ce qui revient au vrai problème. En l'occurrence, là, vous avez vu, on a eu quand même beaucoup de retours. Bon, il y en a eu plus, hein, bien sûr, on est une trentaine à Montpellier. Mais ce qui était intéressant, c'était que grâce à ces 5 pourquoi, on a pu retirer les causes précises du problème. En l'occurrence, vous n'allez pas le voir ici, ou très peu, mais vous inquiétez pas, vous aurez les slides. Mais un des plus gros problèmes, et je ne sais pas si vous voyez cet amas de post-it au milieu, c'était le manque d'environnement pour tester. En fait, ils avaient énormément de problèmes avec les environnements qu'on a. Et ça, il y a 5 personnes qui ont remonté ça. Et les 5 pourquoi, ça a été super, parce que, ok, il y a plusieurs choses qu'on doit corriger, hein, d'après eux, mais au moins, on a pu regrouper donc, tout leur avis, savoir réellement les problèmes qu'il y avait derrière et non plus du coup des simples « oh j'en ai marre de la dev, j'en ai marre de la dev ». Voilà. Donc premier atelier très bien réussi pour nous et ça a permis après de créer des tâches pour notre roadmap,
de tout ce qu'ils avaient listé, nous on a repris ça et ça a permis d'améliorer côté DevOps, de prendre ces tâches et de les réaliser. Oui, alors c'est un atelier qui a été super intéressant, surtout pour nous, parce que en fait, ça nous a permis d'avoir une bien meilleure détection des problèmes améliorés. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais nous, là, pendant très longtemps, la technique qu'on utilisait pour savoir quel outil il fallait qu'on mette en place, c'est le nombre de what the fuck par minute ou le nombre de ça fait chier par minute dans le bureau. Je ne sais pas si vous utilisez la même. Quand vous entendez quelqu'un se plaindre 5 fois par semaine et que vous entendez quasiment tout votre plateau se plaindre de la même manière sur un truc en particulier, on sait qu'il faut faire quelque chose avec ce truc-là. Mais c'est clairement pas suffisant et cet atelier nous a vraiment montré le pourquoi. Simplement, avec un des exemples qu'on a eu, un des développeurs en front a mis comme problème qu'elle n'avait pas l'environnement de back à disposition pour pouvoir tester une nouvelle feature. Quand on lui a demandé pourquoi, en gros c'était parce que la dev était pas dispo et qu'elle pouvait pas tester sa nouvelle feature par rapport à l'environnement de dev. Et en fait, la problématique quand on a fini par grimper tous les pourquoi au fur et à mesure, en fait c'était pas le vrai problème, c'était pas qu'elle n'ait pas accès à l'environnement de dev, c'est qu'elle n'avait pas d'environnement de back avec la branche qui était couplée avec la sienne pour pouvoir tester la feature qu'elle voulait faire et donc elle était bloquée. Donc en fait, finalement, quand on remonte tous les problèmes, on s'est rendu compte qu'on avait très mal ciblé le problème dès le début parce que nous, quand on entendait ça, qu'est-ce qu'on faisait? Ça faisait 6 mois qu'on s'arrachait les cheveux pour fiabiliser notre dev au niveau infrastructure, niveau stabilisation de service. Alors qu'en fait, ce qu'il aurait fallu, c'est passer tout ce temps-là à plutôt repousser encore un peu plus comment on mettait en place des conteneurs sur les machines, fournir des environnements plus facilement sur les postes de dev de manière à améliorer leur quotidien. Donc ça, c'est vraiment très intéressant comme atelier. Ça nous a permis de faire émerger beaucoup de solutions qu'à la base, on n'avait même pas imaginé, juste en écoutant les développeurs et en challengeant les problèmes des développeurs. Mais par eux-mêmes en plus, c'est ça qui est bien, c'est qu'on n'a même pas été les insulter en leur disant pourquoi est-ce que c'était pas bien ce qu'ils disaient. Donc c'est super bon atelier, on vous le conseille. En plus, ce qui est bien, c'est que du coup, après, vous avez une magnifique liste de tâches à réaliser. Vous pouvez aller voir votre manager et lui dire, regarde, ils veulent tous ça, c'est trop bien, file-nous du temps. Donc très bon atelier, et après on s'est lancé sur un autre truc. Donc une fois qu'on a identifié, on a identifié un petit problème, c'était la problématique du monitoring. C'est-à-dire que le monitoring, tout le monde s'en plaignait, tout simplement parce que c'était quelque chose qu'ils n'aimaient pas. D'un autre côté, le monitoring, tout le monde en veut, personne n'aime en faire. Et du coup, on a changé toute la manière dont on mettait en place le monitoring dans la société, et on a essayé d'utiliser un atelier pour valider cette solution, et on a mis en place le Speedboat. Donc les agilistes connaissent la plupart du temps. Le but du jeu, en gros, c'est d'identifier des freins et des accélérateurs. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a choisi de le mettre en place après avoir développé toute la nouvelle solution de monitoring pour savoir comment est-ce que ça allait être accepté ou utilisé par les développeurs. Donc en gros, qu'est-ce que c'est? On a fait une super journée entière dédiée au monitoring dans la société. Et on leur a fait des petites formations, des petits ateliers en même temps pour savoir comment ils allaient pouvoir l'utiliser sur la prod. Et en même temps, on leur a mis ce super Speedboat à disposition quelque part. Le but du jeu étant qu'en gros, il y a des endroits où on peut voir qu'il y aura les freins, les forces, ce qu'on a aimé et ce qu'on aimerait dans l'idéal. Et en gros, on leur a dit, écoutez, venez nous noter tout ce qui va et tout ce qui ne va pas par rapport à la nouvelle solution de monitoring. En fait, ça nous a permis d'avoir quelque chose d'assez utile, parce qu'en fait, on a eu des retours de très grande qualité, où on a vraiment eu des vrais écueils sur la manipulation de notre nouveau système de monitoring, savoir qu'est-ce qui allait pas, qu'est-ce qu'ils voulaient utiliser, parce que c'est quand même important de mettre en place du monitoring dans les applications. Donc si c'est chiant pour votre développeur, forcément, il va y aller à reculons, il n'y en aura pas, donc du coup, la prod va péter, vous ne saurez pas pourquoi, donc vous allez reprendre dans la poire, et donc vous allez emmerder le développeur pour qu'il fasse ce monitoring, alors qu'il n'a pas envie, et on retombe sur le cycle infernal du mec qui veut pas. Donc du coup, ce Speedboat, ça nous a permis d'identifier tout ce qui allait, tout ce qui n'allait pas par rapport à cette solution. Le seul petit problème qu'on a eu, c'est plus un problème de mise en place. C'est comme on l'a dit, on l'a mis dans le cadre d'une journée de monitoring, une journée dédiée au monitoring. Donc on a mis ça dans le fond, quelque part dans l'open space. On leur a dit, quand vous avez le temps, vous y allez. Quand un développeur a le temps, vous avez vu, on a eu quelques retours, mais en fait, par rapport aux 30 développeurs qu'on a eu sur la journée, c'était pas grand-chose. Donc du coup, atelier positif, mais à revoir en termes de format, c'est-à-dire qu'il vaut mieux peut-être les prendre 5 minutes dans une pièce et essayer de voir ça avec eux, faire le Speedboat, mais aussi essayer de pousser à ce qu'ils nous ressortent les bonnes choses, enfin en tout cas ce qu'ils ont pensé, plutôt que de laisser quelque chose vivoter toute la journée. On va se dépêcher parce qu'on me dit qu'il reste 5 minutes. Ensuite, le prochain atelier, c'était les 6 chapeaux de Bono. Donc, comme on vous l'a dit tout à l'heure, on voulait générer des environnements à la volée afin que moi, PO ou développeur, on puisse tester rapidement des features en moins de 5 minutes avec un environnement propre sur lequel on avait le back et le front. Donc, ce qu'on a fait, c'est 6 chapeaux de Bono. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un atelier qui est assez simple à faire et qui vous permet de voir une situation
sous plusieurs filtres, sous plusieurs angles. Ça vous change un peu de votre confort d'analyse sur une fonctionnalité, ça vous permet de sortir un peu de cette vision. Donc les 6 chapeaux, qui dit 6 chapeaux dit 6 chapeaux. Vous avez le chapeau de la neutralité, des émotions, créativité, pessimisme, optimisme et organisation. Donc clairement, un chapeau, vous allez, entre guillemets, vous dire, je commence par le chapeau de la neutralité, et qu'est-ce que vous faites sur la fonctionnalité, sur la problématique que je vous ai dit, c'est-à-dire j'ai besoin de générer des environnements à la volée, la neutralité, vous mettez votre chapeau blanc et vous vous dites, qu'est-ce qui s'est passé de factuel que je connais qui m'a amené à faire cette fonctionnalité-là. Après, pareil, vous switchez, vous allez sur l'émotion. Et ensuite, vous passez chapeau par chapeau. François va vous expliquer un peu plus en détail, du coup, comment on a fait avec cette problématique. Alors, cette problématique, on va aller très vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Parce que, on parle trop. Voilà, on parle trop. Globalement, si on prend la neutralité, pourquoi est-ce qu'on se retrouve à avoir une feature type on a besoin de générer des env à la volée? Tout simplement parce qu'on a une dev instable. Si on regarde objectivement, on a beaucoup de coupures par mois. Donc, du coup, les gens ne sont pas d'accord. On passe par le chapeau des émotions, donc là on se lâche un peu, on dit ok, pourquoi on a ce problème-là? Tout simplement parce que on ne peut pas gérer 2 prods en fait, tout simplement. On ne peut pas avoir une prod up 100% et avoir la même chose sur une dev, c'est juste pas possible. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? Là on passe par un chapeau vert qui est le chapeau de la créativité, où là on commence à réaliser des trucs tous les plus délirants, pas de frein. Nous c'était dire ok, finalement nous on fait plus rien, c'est les devs qui intègrent tout, ou alors on a carrément plus de prod, comme ça on aura une dev à 100%. Plus de prod, plus de problème. Plus de prod, plus de problème. Ensuite, on a pris des solutions et on les a passées par des filtres noirs et jaunes qui sont en fait l'optimisme et le pessimisme, qui nous servi à dire, au fait, par rapport aux solutions qu'on est capable de trouver par rapport à notre problématique, qu'est-ce qui est bien ou qu'est-ce qui est pas bien. Typiquement, si on fait de l'orchestration cloud, on va devenir dépendant, mais c'est rapide. Si on fait du PaaS, ça peut régler tous les problèmes, mais c'est rapide, mais du coup, on devient très dépendant. Si on fait l'orchestration maison, on est indépendant, mais par contre, c'est super long à setup. Et après, à partir de ça, on compulse tout sur le dernier chapeau, qui est le chapeau bleu, le chapeau de l'organisation, qui nous permet de sortir une liste de tâches claires à réaliser. Et nous, dans notre cas, c'était un truc un peu bateau, certes, mais au moins, vu qu'on avait passé sur tous les filtres, ça nous a permis d'avoir une idée beaucoup plus claire de notre problématique. Donc, nous, c'est un atelier qu'on a bien apprécié, tout simplement, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui nous permet de prendre une situation très complexe, parce qu'on parle quand même de générer des environnements à la volée. C'est quelque chose qui touche de l'infra, du network, du déploiement, les applications, tout ce qui est isolation réseau, tout ce qui est isolation applicative, tout ce qui est gestion de données. Il y avait tout ça qui rentrait en ligne de compte et tout ça, c'était assez complexe et ça nous a permis de passer par tous les filtres, avoir une vision un peu plus claire. Je compléterai en disant qu'en fait, ils sont partis avec 3 visions complètement différentes. Ils avaient des solutions complètement différentes et au final, ils se sont retrouvés à finir l'atelier à dire oui, c'est ça qu'il nous faut. Donc clairement, on n'a pas fait intervenir les devs, mais rien qu'au niveau DevOps, on avait vraiment une vraie intégration et on savait vers quoi on allait se lancer. Et on a pensé tout au long de l'atelier de qu'est-ce qui serait mieux pour nos devs. On n'a pas pensé par rapport à ce qu'on pouvait faire et ce qu'on savait faire, on a pensé par rapport à ce que notre utilisateur, donc notre dev, allait en faire au quotidien et ça, c'était très bien. Donc mission accomplie, on vous le recommande. Ouais. Après, une fois qu'on a fait ça, on s'est dit, une fois qu'on a choisi cette solution, comment on va le maqueter, le prototyper au terme UX. Donc en gros, comment est-ce qu'on peut avoir un retour de nos utilisateurs assez rapidement pour vérifier la validité de la solution qu'on offre par rapport à la problématique. Alors, ça, on s'est posé la question, on n'a pas trouvé de solution, tout simplement parce qu'en fait, un truc qu'on déploie et qu'on fait tester à un développeur, ça s'appelle un POC. C'est juste que c'est un POC qu'on met à disposition des développeurs. Bon. Du coup, c'était bien. On est retombé sur quelque chose qu'on connaissait. C'était cool. Mais la seule chose qui a changé, c'est qu'on a fait un POC, ok. Mais au lieu de faire un POC qui arrive sur la prod et personne ne le savait, c'est que c'était un POC et que du coup c'était viteuf, mais on l'a quand même poussé. On l'a fait tester par nos devs et on a pris les retours des devs sur ce POC-là qu'on a revu et qu'on a entre guillemets fait une deuxième version qui était plus poussée et du coup qui convenait un peu mieux à l'équipe. Ensuite, on a fait un autre atelier qui sont les personas. Alors, on va aller peut-être vite parce que je pense que vous connaissez. Les personas, c'est quelque chose qui est très utilisé dans le domaine de l'UX. Ça sert à faire des segments types de vos utilisateurs. Alors oui, nos utilisateurs ici, ce sont nos devs. Donc, il fallait penser à faire des personas de devs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est un persona? Un persona, moi, quand j'en ai réalisé avec un collègue ergonome, c'est ça. C'est-à-dire que c'est une personne qui représente une cible utilisateur. Ici, moi, avant, je faisais des logiciels pour les notaires, donc c'était pas très sexy, mais on avait une chef comptable et on essayait de raconter une petite histoire sur cette chef comptable et elle permettait après aux développeurs de se dire « Ah, mais qu'est-ce que penserait Sophie de cette fonctionnalité-là »
Et ça permettait du coup de faire revenir vraiment le besoin utilisateur au centre des décisions. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a fait ça pour nos développeurs. On a listé au début tous les profils de développeurs qu'on avait sous plusieurs formes. Et on a décidé de partir sur un persona de développeur. J'ai refait un petit peu un persona à ma manière. J'ai fait un template que je trouvais mieux adapté au domaine de la tech et au dev. Et ça a donné notre ami Jean, 41 ans, qui est une personne qui fait du big data chez nous. On les appelle les data bourrins aussi. Et Jean est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup au niveau DevOps. C'est quelqu'un qui a beaucoup de compétences au niveau déploiement. Jean, il faut le prendre un peu avec des pincettes parce qu'au fond, il est un peu révolutionnaire. C'est-à-dire que si vous le lancez sur un sujet, il part. Mais bref, tous ces éléments un peu rigolos, le fait qu'on a vraiment créé une personne autour de ça, dès qu'on pense à une solution, dès qu'on pense à quelque chose, on se dit, qu'est-ce que ferait Jean? Comment va prendre Jean par exemple, la journée monitoring, vu que Jean connaissait très bien le monitoring, il le faisait déjà, il avait déjà intégré des solutions de ce type, est-ce que Jean, cette journée-là, il en avait un peu rien à faire? Est-ce qu'on aurait pu lui dire, écoute Jean, on revient te voir plus tard, évite de perdre 1 heure avec nous ou la journée et on te revoit après. Voilà, c'est ce genre de question maintenant qui est posée par l'équipe DevOps en pensant à ces personas. Donc là, on n'en a qu'un pour l'instant, on en a fait 3, mais les 2 autres vont arriver. Ouais. Alors c'est intéressant, ça permet d'avoir une bonne segmentation par rapport aux outils qu'on fait, savoir qui on va toucher. Par contre, c'est un atelier qui est un peu difficile à faire. Moi, je sais que dans l'équipe, c'est difficile. J'ai été le seul à me sentir à peu près à l'aise parce que je suis un gros nerd et que j'ai fait beaucoup de jeux de rôle dans ma vie. Mais du coup, c'est un atelier assez compliqué à faire à la base. Donc le bilan, c'est quoi? Le bilan, c'est qu'on n'est pas mort, vous inquiétez pas, Rome et Juliette, on n'a pas fini comme eux. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a remarqué que tous les ateliers qu'on a réalisés, tous ces petits jeux, ça rentrait dans le process qu'un UX utilise normalement. Donc, curieux finalement, le process UX a convenu à un DevOps. Donc ce que ça nous a apporté réellement, c'est le fait que les devs ont beaucoup mieux communiqué avec les DevOps. Et vous l'avez vu à chaque fois dans les phases, le fait que notre boss nous ait demandé de communiquer ensemble, le fait qu'après on ait fait les ateliers, le fait qu'ensuite, après les ateliers, on a réalisé quelque chose de concret qui les a aidés, mais vraiment ils étaient conquis eux aussi et ils ont beaucoup moins de sentiments de non-écoute et de stress. Alors, c'est quelque chose, par contre, qui a pris une petite adaptation, tout simplement, parce qu'en fait, prendre des ateliers UX qui sont destinés à des utilisateurs, donc à des gens non techniques à la base, dans la plupart des temps, et les appliquer à vos devs, ça marche pas. Le premier problème qu'on a eu, c'est qu'un client, c'est pas un développeur, et quand vous parlez à un développeur, et quand vous lui posez un problème, en fait, il va vous répondre avec une solution. Et c'est normal, il doit le faire, on l'a formé à ça, c'est le métier de développeur. On te donne un problème, tu donnes une solution. Quand vous essayez de faire un atelier où vous cherchez le vrai besoin derrière, c'est particulièrement chiant. Typiquement, l'exemple là, j'ai besoin manque d'environnement, mets un Kubernetes et on va faire du Docker dessus, ça a marché. Je ne t'ai pas demandé ce que tu veux faire, je t'ai demandé c'est quoi ton problème. Le deuxième autre truc, c'est que quand on fait de l'UX, on pense sur un logiciel pour certains clients avec une nouvelle feature. Quand vous faites un outil pour du DevOps, vous allez impacter votre développeur énormément. Des fois, vous allez faire des outils qu'il va utiliser des centaines de fois par jour. Donc, faites de l'UX, mais pensez toujours à l'impact, ne soyez pas trop créatif et allez pas trop dans le délire. Hein. Si vous essayez de disrupter complètement le marché, ça va être compliqué. Autre chose, c'est ça prend beaucoup de temps. Typiquement, nous, avant, on était 3 pour prioriser. Là, on se retrouvait à 30. Voilà, le fameux This meeting is bullshit. Avant, là où on était 3 à avoir de la bullshit, maintenant, on est 30. Voilà. Autre chose, là on vient de vous présenter plein d'ateliers, vous pouvez vous en inspirer, etc. Mais surtout le plus important, c'est juste faites le truc que vous pensez être le plus intéressant pour vous par rapport aux problématiques qu'on a montrées. Surtout ce qu'on voulait que vous reteniez tout ça, c'est qu'en fait on peut faire un rapprochement des cultures. En effet, là vous avez vu, bon, heureusement je fais de l'UX, je fais aussi PO et finalement François en tant que DevOps on a réussi à communiquer, on a réussi à mettre des choses en place qui étaient vraiment concrètes et qui ont servi. En plus, le fait qu'on ne s'est pas mis de barrière sur au niveau des ateliers, c'est qu'on a pu trouver vraiment plein de choses qui marchaient, qui ont fait que ça avait consolidé tout ça. Et le dernier point, c'est qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Vous avez vu, moi j'ai fait avant du développement, donc ce que dit François mais pas inconnu, j'arrive à raccrocher les wagons. Pareil, François fait partie des meet-up UX, donc il sait aussi de quoi je parle.
parle. Et des fois, c'est intéressant ne serait-ce que discuter et d'échanger sur les deux méthodes. Je vous rassure, hein, quand on parle de ligne de commande à un mec qui est designer à côté, niveau expérience UX, c'est quand même compliqué, hein, mais on y arrive. Donc voilà, on voudrait vous remercier. Sachez que tous les Roméo peuvent trouver leur Juliette et vice-versa. On voudrait remercier Tammo Labs qui nous permet d'être ici, le DevOps Day forcément, et voilà. Merci à vous tous. Merci. Si vous avez des questions... Exactement. Est-ce qu'on a du temps pour les questions? On n'a pas de temps pour les questions. Mais on reste là si vous voulez, parce qu'il y a la pause juste après. Et on est au café. Pas. Merci beaucoup.